Chapitre 12. Contre vents et marées. L'histoire vraie du combat d'un homme contre les coups du sort et les femmes méprisables. Par Knarf Nolid. Je suis né à New York il y a 30 ans, de parents pauvres mais honnêtes. Et dans mes plus anciens souvenirs, j'étais déjà dehors à travailler et à tenter de faire quelque chose de ma vie. Je voulais déjà devenir quelqu'un. Mais dans mes plus anciens souvenirs, il y avait toujours quelqu'un qui essayait de m'emmerder. Comme cette fois où je faisais des livraisons pour une épicerie. Et bordel, je n'aurais jamais volé le moindre sou à qui que ce soit. J'avais à peine 8 ans, et je n'étais pas assez malin pour ça. Et donc, cette vieille clocharde de cliente ne m'avait pas rendu toute la monnaie. Et l'épicier avait dit que je m'étais mis le pognon dans la poche. Eh bien, n'importe qui aurait pu voir que c'était une putain de clocharde, avec ses assiettes sales et ses vêtements pendus partout dans son appartement. Elle vivait comme une truie. Et plus tard, elle a refait le même coup à un autre petit livreur du quartier. Et les gens ont vu qui elle était. Et ils ont compris que je n'avais pas pris l'argent. Mais entre-temps, l'épicier m'avait viré. Et il avait dit à mon vieux que j'étais un voleur. Et le vieux m'avait flanqué une sacrée dérouillée. Et donc, ça m'avait fait vachement du bien. Voilà une chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vos propres parents tiennent compte de la parole d'un étranger et pas de la vôtre? Mais je réalise que cet incident n'a pas beaucoup d'importance, alors je vais continuer mon récit. Je voulais juste montrer comment les gens, dès le début, m'ont mis des bâtons dans les roues. Bon, ça a continué comme ça, encore et encore. Et je ne vais pas vous embêter avec un exposé complet. Parce que j'ai eu tellement d'emmerdes que vous aurez du mal à me croire. Et que vous allez sûrement penser que je suis un putain de menteur. Donc en fin de compte, je suis dans ma 2e année de collège. Et les gens n'ont pas arrêté de m'embêter. Ils ont toujours essayé de m'empêcher d'évoluer. Et à mon âge, je devrais être dans une classe supérieure. En tout cas, il y a cette prof d'anglais. Et elle est vraiment jeune. Juste un peu plus âgée que moi, je pense. Et elle n'arrête pas de me faire de l'œil et de poser sa main sur mon épaule quand elle m'explique quelque chose. Et je m'imagine, eh bien, vous savez quoi? Alors un jour qu'elle me garde après le cours, c'est le dernier cours de la journée et nous sommes rien que tous les deux. Un jour, elle se penche sur moi et d'une certaine façon, elle se frotte sur moi. Eh ben, je l'ai ploté. J'ai cru qu'elle en avait envie, vous voyez, alors je l'ai fait. Mais, mon cher lecteur, c'était un piège. Eh bien, je me dis que la leçon a été utile et qu'elle m'a beaucoup servi par la suite. Cette petite garce m'a appris quelque chose que je n'oublierai jamais, à savoir que plus elle se montre mignonne et douce avec vous, et moins vous pouvez leur faire confiance. C'est juste qu'elle vous attire, vous voyez, pour vous causer du tort. Tu ne le verras peut-être pas tout de suite, mon pote, mais crois-moi, tu le verras. Mais en tout cas, c'était une leçon qui m'a coûté cher. Même maintenant, quand j'y repense, j'en ai des sueurs froides. Elle hurle et elle me gifle. Et quelques-uns des professeurs viennent au pas de course, et j'essaie d'expliquer ce qui s'est passé, ce que j'ai cru, et ça ne fait qu'empirer les choses. Ils appellent le proviseur, et tous ensemble ils se mettent à baver sur moi. C'est de leur faute, vous voyez, si je suis encore en 2e année. Mais ils prétendent que c'est de ma faute. Ils déblatèrent plein de conneries, comme quoi je ne travaille pas, je n'ai pas vraiment l'esprit à étudier, et je ne coopère pas avec les autres enfants, et même je leur suis hostile. À les entendre, je suis l'ennemi public numéro 1, ou quelque chose dans le genre. Et tout ça est arrivé parce que cette poupée m'a fait du charme, et que comme un con, j'ai cru que je pouvais y aller. Bref, pour abréger une longue histoire, j'ai été renvoyé, et sans que ce soit de ma faute. Mon parcours éducatif s'est arrêté, alors que j'étais encore très jeune. Mais qu'ils aillent tous se faire foutre, je dirais. Des gens qui se comportent aussi salement, ils ne méritent pas que je salisse mon esprit à penser à eux, et donc je n'y pense plus. Vous êtes déjà au courant que je suis un sacrément bon travailleur, avec plein d'expérience dans de nombreux domaines. Mais aussi incroyable que cela paraisse, mes efforts les plus sérieux et mes compétences n'ont jamais été reconnus. Dès l'instant où j'ai quitté la maison pour prendre la route, on m'a fait de ces sales coups. C'est quelque chose qui défie l'imagination. Il faudrait que vous le voyiez pour y croire, bon Dieu. Il y a eu ce chef d'équipe dans la vente de magazines, c'est là-dedans que j'ai débuté. Un arnaqueur de première, mon gars, un artiste du bobard. Il m'a fait miroiter l'aller-retour jusqu'en Californie dans des voitures neuves et des gains de 75 $ par semaine. Et moi, je suis juste un jeune naïf, je ne connais rien à la marche du monde, alors j'avale ça comme un bonbon. Je signe avec cette équipe, on est environ 8 dans une Dodge vieille de 10 ans, et on dirait que notre première halte sur le chemin de la Californie, c'est Newark, dans le New Jersey, et... Vous avez déjà fait du porte-à-porte à Newark? Eh bien, évitez. Toutes les équipes de vente de New York viennent chez eux, vous voyez? Toutes ces boîtes de presse et autres, c'est dans le New Jersey qu'elles envoient leurs débutants. Et le test n'est pas vraiment juste, parce que cette putain de région est déjà saturée de vendeurs. Mais c'est comme ça. 2 bonhommes ont été parachutés à Newark, et un autre plus loin, un peu avant la frontière.
Ensuite, nous autres qui restions, le chef d'équipe et les 4 bonhommes, on a poursuivi vers l'ouest. Eh bien, je me suis vraiment démené. J'en ai fait des portes, et j'en ai fait des ventes. Mais ça ne m'a rien rapporté. Ça a toujours été comme ça pour moi. Je bosse dur, et je suis honnête, et j'ai rien en retour. Le chef d'équipe, l'artiste du Bobard, a fait les appels de confirmation pour mes commandes, et les 2/3 d'entre elles ont sauté. Il me regardait droit dans les yeux et me disait que la dame avait changé d'avis, ou que son mari n'était pas d'accord pour payer. Et ensuite il mettait les commandes à son nom, et il empochait les commissions. Bon, on va dans l'Illinois, et j'ai pratiquement fait une intoxication au donut à ce moment-là. Je me casse le cul au boulot, et je mange tout le temps dans des boui-boui, et j'encaisse les reproches des serveurs parce que je ne suis rien qu'un enfant et que je ne peux pas donner de pourboire. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à piger le truc. J'ai fait moi-même quelques appels de confirmation. Et après je l'ai coincé, cet artiste du Bobard. Je n'ai pas été méchant, ni quoi que ce soit. Je lui ai juste demandé s'il était d'accord à partir de maintenant pour la jouer réglo. Et ça montre à quel point j'étais ignorant des choses de la vie. Le fils de pute m'a assommé avec un pichet d'eau. Et ensuite il m'a roué de coups de pied. Et ensuite il m'a viré de l'équipe. Et je voulais me battre, ou riposter verbalement, ou faire quelque chose, mais j'en étais tout simplement incapable. Me faire assommer et savater alors que j'essayais d'être gentil, eh bien pendant un moment je n'ai rien pu faire. Juste m'enfermer dans ma chambre et réfléchir. Bon, un peu plus tard j'ai rejoint une autre équipe, et en moins d'1 mois j'en suis devenu le chef. Moi, rien qu'un gosse, je dirigeais une équipe. Donc je pense que vous comprenez que j'étais un bon. Mais il y avait ces 2 merdeux qui n'arrêtaient pas de pleurnicher. Ils laissaient entendre que je les entubais peut-être sur les annulations de commandes. Alors finalement, je les ai fait venir tous les 2 dans ma chambre, et je les ai rossés. Et ensuite, je les ai mis à la porte. Mais ils n'étaient toujours pas contents. Que je sois obligé de partir à la recherche de 2 remplaçants, ça ne leur suffisait pas. Ils ont écrit au siège social, et ensuite j'ai appris que j'étais viré de l'équipe et que je ne pourrais plus jamais travailler pour cette entreprise. Et ça a continué comme ça, encore et encore, dans tout ce que j'ai essayé. Je bosse pour des bonnes assurances, et le chef me pique mon territoire. J'achète de l'or, et je me fais arnaquer par la raffinerie. Et même les gros acheteurs m'arnaquent, je vous le jure. Ils essayent de me faire gober que mon 18 carats n'en fait que 14, et que mon 14 n'en fait que 10, et ainsi de suite. Et je parie que je me suis fait plumer de quelques milliers de dollars avant de comprendre que je luttais à armes inégales. Et j'ai alors changé de branche. Ça se passait toujours comme ça dans tout ce que j'ai fait. Les couverts en alu, les ustensiles de cuisine, les assurances, les magazines, tout. D'une façon ou d'une autre, on me mettait des bâtons dans les roues. Et comme j'ai bon cœur, je vous épargne les détails sordides. J'ai souvent pensé, et je continue à penser, que si j'avais eu une petite compagne avec qui m'installer, la lutte à armes inégales n'aurait plus été aussi dure. Mais je n'ai pas eu plus de chance dans ce domaine que dans les autres. Des salopes, c'est tout ce que j'ai eu. 3 putains de salopes d'affilée. À moins que ce ne soit 4 ou 5, mais peu importe. C'est comme si elle n'était qu'une seule personne. Finalement, j'ai travaillé dans cette petite ville du Middle West. Collecte et vente en extérieur. Ça aurait pu être plaisant et rémunérateur, mais mon chef n'était rien d'autre que le pire des fils de pute pour qui j'avais jamais travaillé. Ce type se nommait Staples. Il n'avait pas d'autre satisfaction que de me pourrir la vie. Et le soir, quand je rentrais à la maison, épuisé à force de lutter à armes inégales, on m'en remettait encore une couche. Parce que la nana avec qui j'étais marié alors, elle était pas normale, voilà ce que je veux dire. C'était la reine des salopes, et impossible de la faire dégager. Je poursuis mon histoire. Un soir, elle a commencé à me pomper l'air, en me parlant méchamment, avec de vilains mots. Alors comme toujours, j'essaye d'être raisonnable, et je lui explique que sa conduite n'est pas appropriée. Je lui dis que lorsqu'un homme vient juste de rentrer du travail, ce n'est pas le meilleur moment pour parler, et que peut-être nous serions mieux disposés tous les 2 après avoir mangé un morceau. Je lui dis « Veux-tu bien nous préparer un repas, et je t'aiderai avec plaisir ?» Eh bien, en guise de réponse, elle m'insulte encore. Et quand j'essaye de la caresser et de la calmer, gentiment mais fermement, voilà qu'elle glisse et qu'elle tombe dans la baignoire. Je l'ai aidée à en sortir et je me suis excusé, bien que je n'avais rien fait du tout. « Je suis vraiment désolé, Joyce, » j'ai dit. « Maintenant tu te détends, et je vais nous préparer un bon dîner. » Voilà comment je lui ai parlé. Mais comme vous le savez, ça ne sert à rien d'être gentil avec une salope. Elle m'a pratiquement défoncé le crâne avec une brosse à récurer. Ensuite, pendant que je sors pour me calmer, elle me ruine tous mes vêtements, et elle se barre. Je pense qu'elle avait compris qu'elle n'avait plus rien à tirer de moi, et qu'il était temps de mettre le grappin sur un nouveau couillon. Entre-temps, histoire de revenir en arrière et de prendre les événements dans le bon ordre, j'avais rencontré l'une des plus douces et des plus gentilles filles du monde. Elle s'appelle Mona, et elle vit avec sa tante, une vieille garce, une peau de vache.
Elle est quasiment emprisonnée chez la vieille, qui l'épuise à la tâche et qui lui fait faire plein de cochonneries. Elle, cette petite fille, me demande de la sauver et de l'accepter comme compagne, et ensuite nous pourrons vivre heureux, pour toujours. Et moi, touché par ses supplications, j'accepte. J'accepte avant même de savoir que la vieille planquait tout ce pognon, lequel, quand on y réfléchit, appartient légalement à Mona, parce que ça fait des années que la vieille garce lui pourrit la vie tous les jours. Et s'il y avait une petite fille qui allait avoir 10 plaques, c'était bien elle. Eh bien, il y a eu cette nuit où je suis allé chez elle. Bordel, je n'aurais jamais levé la main sur cette vieille. Mais elle n'a pas arrêté de me chatouiller, à me parler mal et à me les briser. Alors je n'ai pas eu le choix. Bon, juste à ce moment-là, ou quelques minutes plus tard, il y a eu ce type, Pete Hendrickson, qui est venu. Je pense que ça devait être un nazi ou un communiste, un de ceux-là qui se sont faufilés chez nous pendant la guerre. Mais de toute façon, c'était un sale type. Lui-même, il avouait être un moins que rien. Et il m'aurait bien emmerdé, lui aussi. Donc, il n'y avait qu'une seule chose à faire avec lui. Eh bien, je me suis occupé de lui. Et je portais des gants, mais j'ai bien essuyé le flingue et je l'ai mis dans la main de la vieille. Et à peine avais-je fini, que cette Mona se pointe avec l'argent. Et elle voit ce nazi, ou ce communiste, ou ce je ne sais quoi, et elle fait une crise de nerfs. Elle se comporte comme si j'étais un criminel ou quelque chose dans le genre. Comme si ce n'était pas pour elle que j'avais fait tout ça. Ensuite, quand elle a vu que je n'allais pas très bien et que j'avais peut-être une drôle d'envie, elle s'est ressaisie. Elle a dit que c'était à cause du choc, qu'elle ne s'attendait pas à le voir ici, et que ça l'embêtait que quelqu'un d'autre que sa tante y soit passé aussi. Qu'elle était désolée, et puis ci, et puis ça, et qu'elle ferait tout ce que je lui dirais. Donc, comme je suis un gars plutôt compréhensif, j'ai bien apprécié qu'elle ressente les choses de cette façon-là, si c'est vraiment comme ça qu'elle les ressentait. Donc, tout est redevenu nickel entre elle et moi. Je lui ai dit ce qu'elle était supposée faire, et quoi dire aux flics. Je lui ai dit que c'était costaud comme du béton armé, et que dans quelques semaines, nous pourrions nous mettre ensemble. Ensuite, je l'ai embrassé et je suis parti, en prenant l'argent avec moi. Il était, je parle de l'argent, dans une mallette en cuir noir, comme une espèce de porte-document ou une valise de médecin. C'était bien tassé là-dedans, et c'était lourd, environ 30 ou 35 kilos. Et pendant tout le chemin, je me suis demandé où j'allais bien pouvoir le mettre. J'avais peur de le cacher dans la maison. C'était vraiment un sale quartier, et ça aurait été bien ma veine si un fils de pute était venu me cambrioler et serait reparti avec. Finalement, j'ai décidé de le garder avec moi, du moins pendant un certain temps. Je pouvais le cacher au fond de ma valise d'échantillons, quitte à jeter quelques échantillons, et le garder avec moi toute la journée. Je suis arrivé chez moi, je l'ai emmené à la maison, j'ai posé ma valise sur la table basse, je l'ai ouverte et j'ai essayé d'y faire entrer la mallette. J'y ai passé du temps, essayant différentes façons. Je retardais le plaisir, je pense, en laissant monter mon désir. Et je pense que, probablement, j'avais un peu peur. Parce qu'avec un poissard comme moi, pratiquement tout peut arriver. Cette mallette aurait bien pu en fait contenir des briques ou des magazines, ou une espèce de piège à con qui m'exploserait à la figure quand... Je l'ai ouverte. Dès que j'ai actionné le fermoir, elle s'est ouverte toute seule, et j'ai regardé à l'intérieur. Et j'ai poussé une sorte de gémissement, comme un poulain quand il va vers sa mère. L'argent était bel et bien là. Des liasses et des liasses de billets, avec leurs bandes en papier. Des billets de 5, de 10 et de 20. J'ai plongé mes mains dedans, je les ai ressortis, et ce n'était rien d'autre que de l'argent. Pas de fausses liasses, pas de merde. Je n'avais pas besoin de le compter. Putain, je pouvais presque le compter dans ma tête. 10 plaques. 10 plaques. Et Mona. Je l'avais libérée de sa tordue tante. Je lui avais fait justice au sujet de ce gars qui l'avait violée. Et j'avais récupéré cet argent qui lui revenait de droit. Et bientôt, nous allions ôter de nos pieds la terre de ce vieux pays, quitter la scène de mes nombreuses et tragiques déceptions, et partir vers un climat ensoleillé comme celui du Mexique. Et mon gars, nous allions mener une vie heureuse. Moi et cette douce enfant, ce bébé en sucre, et les 10 plaques. Ou pratiquement 10 plaques. J'allais probablement devoir y piocher quelques centaines de dollars pour renflouer mes comptes si je voulais avoir la paix avec Staples. J'ai encore plongé les mains dans l'argent, à le palper et à m'y frotter les doigts. Et j'avais du mal à le lâcher. Les billets étaient vieux, bien sûr, mais ils étaient encore tout propres et bien lisses. Eh, ouais, bordel. Tu crois que je suis né de la dernière pluie? C'était du vrai. Je n'ai pas la prétention d'être un grand génie, mais il y a une chose sur laquelle on ne peut pas me rouler, cher lecteur. Les bifetons. Impossible de m'avoir avec du faux. Tu te fais avoir quelquefois comme ça m'est arrivé, quand tu n'es qu'un enfant confiant et innocent, et que t'es bon pour sortir l'argent de ta poche, et t'apprends à repérer cette saloperie à une distance de 100 mètres. J'ai pris 6 billets, 30 dollars, d'une liasse de billets de 5, et je les ai fourrés dans mon portefeuille. Comme ça, je présenterai une bonne journée au magasin, et ce personnage ingrat, ce Staples,
qui me faisait toujours chier, ne pourrait pas me faire chier. J'ai jeté le reste de l'alias dans la mallette et j'ai commencé à refermer. Et j'étais un homme heureux, cher lecteur. Dans cette lutte à armes inégales, j'avais vaincu tous les fils de pute de ce pays, tous ceux qui m'avaient fait la misère, y compris mon propre père. Face aux chances défavorables, j'avais progressé envers et contre tout, avec les lèvres en sang, mais jamais soumis. Et à partir de maintenant, ça serait moi et Mona et toute cette thune. Et on allait vivre une vie de rêve, dans un climat ensoleillé, au Mexique, ou au Canada, ou quelque part. Et tout le reste de ce putain de monde pourrait aller se faire foutre. Mais bien qu'il soit rare que je me plaigne, vous avez sans doute lu entre les lignes, et vous savez bien que je suis un gars qui n'a pas de chance. Donc, à ce moment-là, juste quand j'étais sur le seuil du rêve devenu réalité, tout mon univers s'est écroulé sous mes pieds. J'avais tout ce pognon, et j'avais Mona. Du moins, j'allais bientôt la voir. Et alors, j'ai levé les yeux et... à suivre. Elle était en chemise de nuit. Elle s'était faite toute belle. Belle comme je ne l'avais pas vue depuis je ne sais quand. Et elle se tenait à moins de 4 mètres de moi. Elle était à l'entrée du petit couloir qui menait à la chambre. Elle me souriait, mais d'un air attentif. Une sorte de sourire avec les sourcils froncés. Joyce, ma femme.